Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Ici l'Europe pour parler défense. L'Alliance Atlantique se renforce en fait avec la volonté d'adhésion de la Suède, de la Finlande et avec ces conséquences multiples de la guerre en Ukraine que nous allons tenter d'analyser avec vous. Mircea Geoana, bonjour, merci d'être en notre compagnie au siège de l'OTAN à Bruxelles. Vous en êtes le secrétaire général délégué. Vous avez été d'ailleurs ministre des Affaires étrangères et président du Sénat en Roumanie, un pays effectivement qui est très proche géographiquement de l'Ukraine. On disait, un certain Emmanuel Macron disait il y a peu, sous l'époque de Donald Trump aux États-Unis, l'OTAN en mort cérébrale, c'était son terme. Aujourd'hui, comment vous qualifieriez cette alliance ? L'OTAN est une pièce centrale de la défense européenne et euro-atlantique. Et on a besoin parfois d'un choc comme celui-ci de redécouvrir ou de reconfirmer le fait que l'Alliance est centrale pour notre sécurité. Et une forte Europe, une forte Alliance vont ensemble. Justement, qu'est-ce que cette guerre en Ukraine a changé à votre vision stratégique, j'ai envie de dire? Dans quel sens ça a été modifié, vos convictions en matière de défense? Bon, l'Alliance Atlantique, c'est une alliance défensive politico-militaire. Donc, nous sommes comme organisation, le code génétique de l'OTAN, d'avoir aussi la défense des territoires et des populations des pays alliés. Mais le fait qu'on a eu une guerre tellement brutale, tellement atroce, tellement complexe en Ukraine, c'est une nouvelle réalité. On a cru que seulement les bouquins d'histoire vont parler encore une fois des guerres sur le territoire européen. Et pour nous, c'est vraiment un événement massif qui transforme aussi notre pensée stratégique. Ça veut dire également de renforcer le flanc Est de l'Alliance. Et le fait que la Finlande et la Suède veulent adhérer fait la preuve que l'Alliance est la garantie de sécurité la plus importante. Et bien sûr, de regarder aussi au changement au niveau plus large, au-delà de la Russie, au-delà de l'Ukraine, parce que si le monde change, la définition de la sécurité change, avec l'espace, avec le cyber, avec le hybride. Donc, je dirais que c'est peut-être la plus importante transformation au sein de l'Alliance dans des décennies. Quand vous dites, en fait, se déployer sur le flanc Est ou protéger le flanc Est, ça veut dire déployer aussi des forces en Europe orientale, alors qu'il y a un acte fondateur il y a 25 ans avec la Russie qui serait remise en cause. Vous n'excluez pas maintenant un redéploiement aussi en Europe orientale ? La France, mon pays d'origine, est à la tête d'un groupe de bataille tout nouveau qui vient d'être formé. Et nous sommes très intégrés aux nos amis alliés français. Mais aussi, dans l'Estonie, ce sont les Britanniques. Dans la Lituanie, ce sont les Allemands qui gèrent des groupes de bataille. Et on va faire davantage pour fortifier le flanc Est, parce qu'il a maintenant la Russie, c'est un acteur imprédictible et dangereux. Alors justement, grande réunion pour en discuter dans un mois, les 29 et 30 juin à Madrid, sommet de l'Alliance. Pour le gouvernement de Sanchez, c'est le 40e anniversaire justement de son adhésion et des difficultés parce qu'il a annoncé qu'il allait respecter les fameux 2% de dépenses militaires. Ça lui pose des problèmes du côté de son aile gauche. Il y a aussi une révolution, on le sent bien dans les pays, même l'Allemagne aussi qui veut aller aux 2% de réarmement et qui est parfois difficile à négocier. Pour les pays de l'Est, les nouveaux arrivés dans l'Alliance, la Russie a été toujours, du point de vue géographique et historique, une affaire plus complexe. Mais pour les pays de l'Ouest de l'Europe, ce fut un choc pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour les Pays-Bas, pour l'Italie. Et on voit maintenant que ces pays-là, l'Allemagne c'est un pays très important avec une forte économie, et ils ont décidé d'avoir 2% du PIB pour la défense et un fonds spécial pour la défense de 100 milliards d'euros. Ça c'est de l'argent. Mais je crois que ce réveil stratégique de l'Europe, c'est une bonne chose.
Premièrement, parce que cette idée que nous allons vivre en perpétuité dans un mode pacifique et calme et selon notre vue du monde, c'est pas vrai. Et on a une guerre, ça a bouleversé pas seulement l'ordre sécuritaire de l'Europe, mais aussi les hypothèses de base de la sécurité européenne. Donc c'est un réveil stratégique, c'est important. Et c'est important aussi pour l'Union européenne, parce que si ces pays vont s'investir davantage dans la défense, ça veut dire qu'aussi l'OTAN va être plus fort, mais aussi l'Union européenne va être plus forte. C'est pas antinomique pour vous finalement. Non. Défense européenne, défense à travers l'Alliance Atlantique, ça n'est pas. On a parlé beaucoup de certains ont dit que ça allait créer des doublons. Les pays de l'Est étaient très réticents et se disaient toujours plus atlantistes que volontaires pour une défense européenne. Là, vous dites que ça va ensemble. Finalement. Moi, je crois que c'est un faux débat. Des pays atlantistes et des pays européens, c'est pas vraiment le vrai débat. Le vrai débat, est-ce que tu es prêt pour faire face à un monde très très compliqué? Et on a besoin de deux organisations. De l'OTAN. L'OTAN force sont les Américains, les Canadiens, les Britanniques, les Turcs, les Norvégiens, des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et on voit également des pays de membres de l'Union européenne, la Finlande et la Suède, qui veulent venir vers nous. Les synergies, complémentarité entre l'OTAN et l'Union européenne, ça sont les mots-clés. Moi, je fais ça au nom du secrétaire général parce que je viens d'un pays qui est membre de l'Union européenne. Je suis un très important partisan du projet européen. J'ai même ma signature comme ministre des Affaires étrangères sur la Constitution de l'Europe. Maintenant, c'est un moment de vérité et je crois qu'on va trouver les réponses ensemble. Vous avez mentionné effectivement officiellement demande d'adhésion de la Finlande, de la Suède. Quelle route il leur reste à parcourir? Est-ce qu'on peut envisager une adhésion? À quelle date exactement d'ailleurs? Bon, c'est un moment très important. Les deux pays sont des partenaires déjà très intimes de l'OTAN. Ce sont pays avec une démocratie impeccable, avec des forces armées de haute gamme. Et ils ont aussi une résilience sociétale presque unique. Donc, ils sont des pays qui vont rajouter à la sécurité de l'Europe, de la mer Baltique, mais aussi de l'espace euro-atlantique. Bien sûr que dans une organisation comme la nôtre, qui travaille par consensus, nous avons besoin que tous les alliés ont des intérêts sécuritaires au niveau national. C'est le cas de la Turquie qui a exprimé des questions et a demandé des choses. Il y a une négociation qui se déroule. On va avoir, même ici, dans le siège de l'OTAN, les bons offices du secrétaire général. On va avoir, d'ici quelques jours, les trois parties, en essayant aussi, nous, de les encourager de trouver une solution. Je ne peux pas dire une date exacte, mais je suis confiant que nous allons avoir prochainement deux alliés de haute gamme. Avant la fin de l'année, certainement. J'espère de les avoir très prochainement et je suis convaincu qu'ils vont trouver les justes réponses. Alors, vous savez que sur France 24, nous faisons la chasse aux fausses nouvelles, aux fausses infos, et il y en a une qui concerne en effet la Finlande, qui préparerait une guerre contre la Russie, qui expliquerait d'ailleurs son engagement aux côtés de l'OTAN. Enfin, évidemment, tout cela n'est pas très sérieux, et Sophie Samaï nous le démontre tout de suite. La Finlande se prépare-t-elle à la guerre avec la Russie? Sur cette vidéo publiée sur Facebook le 4 mai dernier, un train de marchandises transporte des dizaines de chars à destination de la Russie voisine, si l'on en croit cet internaute, et les dizaines d'autres posts sur les réseaux sociaux issus de comptes difficilement identifiables. La Finlande envoie des chars militaires vers la frontière russe. No comment. Alors que la guerre fait rage entre Kiev et Moscou, la Finlande, neutre, a officiellement soumis sa demande d'adhésion à l'OTAN le 18 mai. Cette vidéo a donc été vue par beaucoup comme le signe d'un conflit imminent. Alerte à la Troisième Guerre mondiale. Pourtant, l'armée finlandaise a rapidement démenti cette information. Une vidéo a circulé en ligne prétendant montrer des chars déplacés vers les frontières de la Finlande. Ce n'est pas vrai. Les chars étaient déplacés vers l'exercice mécanisé de l'armée Arrow 22. L'exercice se déroule à Niinisalo et Säkylä. L'exercice Arrow 22 est un exercice militaire qui s'est déroulé du 2 au 13 mai 2022, conjointement avec le Royaume-Uni, la Lettonie, les États-Unis et l'Estonie.
Par ailleurs, grâce à des éléments de géolocalisation mis en évidence par plusieurs agences de presse, comme la tour visible en arrière-plan dans la vidéo, on comprend que les images ont été tournées à Tampere, dans le sud-ouest du pays. Cet élément géographique nous indique aussi que le train se déplace d'est en ouest, s'éloignant donc de la frontière russe. Voilà, beaucoup, Monsieur Geoanna, de fantasmes autour de cette adhésion et de fausses nouvelles d'ailleurs de la Finlande et de la Suède à l'Alliance Atlantique. Bon, les Russes ont développé depuis des années déjà un arsenal de désinformation et de propagande anti-occidentale qui a été très, très efficace. Ils ont intervenu dans les élections dans des pays de l'Europe et aux États-Unis. Mais maintenant, ils essaient de dire que l'inflation ou les prix sur l'énergie sont la faute des sanctions que l'Ouest a imposées pour la crise alimentaire qui pourrait se dessiner. C'est pas le fait que c'est la blocade de la mer Noire et des ports d'Odessa et des autres de l'Ukraine qui empêche par la Russie. Donc ils ont une certaine maîtrise de la désinformation. Et là, nous travaillons entre l'OTAN, l'Union européenne, la G7. Nous avons un mécanisme d'y travailler ensemble. Mais nous avons également besoin de nos citoyens. Parce que même les médias, comme vous-même, qui ont un certain professionnalisme, une déontologie professionnelle, ça ne suffit pas. Parce qu'avec les réseaux sociaux, mais là, c'est un mensonge inouï. Et au-delà de ça, c'est une guerre de l'information aussi, cette guerre ukrainienne. On sent bien qu'il y a aussi eu une initiative de la Commission européenne vis-à-vis de Russia Today qui, justement, relayait la propagande du Kremlin sur toute l'Europe. C'est aussi un soft power, une guerre hybride au sens de l'information même. Ça a commencé depuis des années. Et parfois, nous avons pris ça au sérieux. Parfois, bon, c'est superficiel. Non, ça fait part d'un instrumentaire des outils qui vont disons, des choses militaires les plus agressives jusqu'à l'information, de la dimension cognitive, si vous voulez, nos populations. Et les démocraties, comme nous le sommes tous et toutes ici à l'OTAN, à l'Union européenne, sont parfois plus exposées à ce type de mensonges. Donc c'est important pour nous d'avoir aussi l'antivirus au virus russe. Au virus d'ailleurs pour désunir les Européens d'un certain point de vue aussi, insister sur leur désunion. Simplement, est-ce que l'Alliance Atlantique elle-même, elle n'est pas un peu désunie? On pense évidemment à un pays comme la Turquie qui peut-être est en train de vouloir négocier l'adhésion au nom de la Suède et de la Finlande. Et Recep Tayyip Erdogan, on voit bien, peut-être se dit que c'est le moment de réclamer des compensations, des F-16 américains, un certain nombre de choses. Est-ce que c'est un joueur comme un autre, un État membre comme un autre, cette Turquie au sein de l'OTAN? La Turquie est un pays, un allié très important. Et on regarde seulement la géographie, les problèmes qui sont là. C'est le pays qui a eu le plus des attentats terroristes de tous les pays de l'Alliance. Donc la Turquie a des raisons d'être inquiet et de protéger ses intérêts nationaux. Du point de vue de l'unité de l'OTAN, moi je peux dire, comme un vieux routier de la politique déjà, que je n'ai jamais vu l'Alliance tellement unie qu'aujourd'hui. Et bien sûr, on peut pas. L'unité, ça pas dire, c'est l'idée de l'uniformité. On a des sujets qui font que les positions au niveau national diffèrent. Mais du point de vue, la réponse homogène est très unie et très efficace pour aider l'Ukraine. Pas seulement avec les instruments militaires qu'ils ont besoin pour faire face aux Russes, mais également l'aide financière, les propos que l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, aussi les Américains, la G7, pour rebâtir l'Ukraine après la guerre. Donc je crois qu'on ne doit pas dire que tous les alliés sont uniformes, mais nous sommes très unis et moi je suis convaincu que aussi la Suède et la Finlande vont il n'y aura pas de veto turc ou d'autres pays d'ailleurs. On travaille par consensus et l'Union européenne c'est pas différent.
Donc on a besoin d'avoir tous les 30 alliés et bien sûr, après ça, nous avons besoin de 30 parlements nationaux dans les pays alliés pour ratifier l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Dernière question sur un secteur qui vous tient à cœur, puisque vous en êtes en charge justement à l'OTAN, la cybersécurité. Est-ce que justement on peut craindre, alors la Suède et la Finlande au premier chef, qui adhèrent à votre alliance que Vladimir Poutine n'aime pas beaucoup, est-ce qu'ils peuvent craindre des cyberattaques massives sur tout leur système gouvernemental, peut-être même leurs hôpitaux, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable, ou on a les instruments pour faire face au niveau de chacun des États membres? Ça peut avoir lieu. C'est important que pas seulement les gouvernements ont des cyber très forts, mais aussi nos industries. On voit davantage des attaques cyber contre les systèmes énergétiques. On voit des attaques cyber contre nos industries. Donc, c'est très important d'avoir cette coopération entre les gouvernements et le secteur privé. Et là, je crois que les choses se passent plutôt bien. Aussi, les Russes, ils s'y connaissent que nous n'avons pas nécessairement à l'OTAN, mais les pays de l'OTAN ont des capacités cyber à leur tour. Donc, il y a, si vous voulez, une certaine limite à auto-imposer parce qu'on peut toujours avoir aussi des réponses de notre part. Et ce n'est pas seulement eux qui jouent sur le terrain de foot cybernétique. Merci Mircea Geoana d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24. Vous restez sur nos antennes pour plus d'informations.